Bonjour à toutes et à tous, et avant de commencer ce cours, je souhaite souhaiter un très joyeux anniversaire à Louane qui fête aujourd'hui ses 16 ans. Donc voilà, pour l'anniversaire d'Alexandre, nous avions tous eu des bonbons, donc là j'espère que les bonbons vont rapidement arriver. Ouais, donc pour tous ceux qui se disent oh là là, c'est l'anniversaire de Louane, j'ai pas été invité, c'est pas cool, je croyais qu'on était amis, tout ça, c'est normal. Hein, voilà, là, c'est une période où c'est assez difficile de réunir 30 copains pour faire une fête d'anniversaire. Hein, ça ferait assez cher l'amende et du coup cher l'anniversaire. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Euh, et puis de toute façon, l'avantage avec les anniversaires, c'est que ça a lieu tous les ans. Hein, si j'ai bien compris le principe, ça fonctionne comme ça. Donc aujourd'hui, mon cadeau pour Louane, mais aussi pour vous tous, chers élèves de seconde, c'est un cours sur les artistes de la Renaissance. C'est-à-dire que la fois précédente, nous avions travaillé sur l'humanisme. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir finalement quels sont les principaux foyers de la Renaissance. Alors, tout d'abord, il y a la principale, c'est-à-dire la Renaissance italienne, qui émerge le plus tôt. Alors attention, quand on dit la Renaissance italienne, en fait, c'est la partie nord de l'Italie qui va de Milan jusqu'à Rome. Le sud de l'Italie est beaucoup plus rural, beaucoup plus pauvre et n'est pas touché véritablement par ce phénomène de la Renaissance, à part l'exception de Naples. Ensuite vient la Renaissance française, qui touche surtout le nord de la France et qui est liée à la cour des rois de France, qui se comportent aussi comme des princes de la Renaissance. Et dernier point, la Renaissance flamande, qui, elle, touche les Flandres, c'est-à-dire l'équivalent finalement du nord de la France actuelle, de la Belgique et des Pays-Bas. Ce qui s'appelait à cette époque les Provinces-Unies. Alors, comme on l'a dit précédemment, les humanistes vont chercher un modèle dans l'Antiquité. Et bien du coup c'est la même chose pour les artistes de la Renaissance. C'est-à-dire que là où les humanistes allaient chercher leurs idées, leur philosophie, leurs pensées dans le modèle antique, eh bien les artistes de la Renaissance vont s'inspirer de l'art antique, qui est un art qui se caractérise notamment par une volonté de réalisme. Et là vous voyez deux têtes de chevaux, donc j'ai choisi cette œuvre spéciale dédicace à Louane, voilà, on sait que tu aimes beaucoup le poney, et donc là je t'offre deux visage de poney pour ton anniversaire, voilà, de rien. Eh bien, vous voyez que finalement, il y a assez peu de différence. Donatello, au XVe siècle, s'est très largement inspiré de cette tête de cheval dont on n'a pas le nom de l'auteur, mais dont on sait qu'elle date du IVe siècle avant Jésus-Christ, donc presque 2 millénaires d'écart. Et vous remarquez que cette tête figurée dans la collection d'une riche famille dont on reparlera, la famille des Médicis, qui règne sur la ville de Florence. Et bien Donatello, qui travaillait justement à Florence au service des Médicis, s'est inspiré de ce qu'il pouvait voir dans les collections pour essayer de reproduire lui aussi quelque chose d'extrêmement réaliste. Voilà, la volonté des artistes de la Renaissance, c'est de puiser leur inspiration dans les modèles de l'Antiquité et de faire un art qui se veut fondé sur l'imitation de la nature et aussi sur le respect des proportions, notamment les proportions du corps humain que Léonard de Vinci avait particulièrement bien étudié dans cette très célèbre esquisse de l'homme de Vitruve. Ces artistes, il ne faut pas penser que ce sont que des sculpteurs ou des peintres. En fait, ce qui caractérise l'artiste de la Renaissance, c'est la pluridisciplinarité. La pluridisciplinarité, c'est le fait d'être compétent dans une grande variété de domaines différents. Là, vous avez des lettres de Léonard de Vinci, et vous allez voir, hein, Léonard de Vinci, certes, c'était un peintre, mais c'est aussi un ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui travaillait beaucoup sur l'anatomie des corps, qui était un grand philosophe, etc. Donc, ce qui le caractérise, c'est la curiosité. La curiosité, donc qui touche à l'art, mais qui touche au reste aussi. Et regardez ce qu'il dit à Ludovic Sforza. Hein. Je peux construire des voitures couvertes et indestructibles portant
de l'artillerie et qui, ouvrant les rangs de l'ennemi, briserait les troupes les plus solides. Là, c'est incroyable, parce qu'en fait, la définition qu'il est en train de donner de cette invention, ben, c'est le char d'assaut, qui verra le jour 4 siècles et demi plus tard. Il y a un côté visionnaire chez Léonard de Vinci. C'était quelqu'un qui n'allait pas forcément au bout de toutes ses réalisations, qu'il s'agisse de ses peintures ou de ses inventions, mais beaucoup d'ingénieurs ensuite ont repris ses travaux, ont repris ses croquis, parce qu'en revanche, c'était quelqu'un qui avait des idées absolument géniales. Et vous voyez que donc, il peut construire des innovations qui ont une utilité militaire, mais aussi qui ont une utilité en temps de paix. Il propose, en temps de paix, je puis égaler, je crois, n'importe qui dans l'architecture, construire des monuments privés et publics, et conduire l'eau d'un endroit à l'autre. Donc là, il ne se définit pas du tout comme un peintre, il se définit comme un ingénieur, un architecte, quelqu'un qui peut construire, qui peut être utile à son prince. Et toutes ces connaissances dont dispose Léonard de Vinci, il les a eues parce qu'il a voulu comprendre le monde. Regardez, prenons à partir de là. Là, ce sont ses carnets. Donc là, il écrit pour lui-même, ce qui fait qu'il avoue des choses qu'il n'avouerait probablement pas au duc de Milan dans une lettre. Parce que vous allez voir que ce que raconte Léonard de Vinci aurait pu lui valoir de gros ennuis. Léonard de Vinci dit « Mais j'ai voulu aussi passionnément connaître et comprendre la nature humaine, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de nos corps. Pour cela, des nuits entières, j'ai disséqué des cadavres, bravant ainsi l'interdiction du pape. Rien ne me rebutait. Tout pour moi était sujet d'étude. Ce que j'ai cherché finalement, et particulièrement à travers ma peinture, c'est à comprendre le mystère de la nature humaine. » Donc vous voyez, une grande volonté de savoir, de connaissance, quitte à prendre des risques, parce que la dissection de cadavres, à cette époque-là, était formellement interdite par l'Église. Comme pour l'Église, le corps de l'homme était fait à l'image de Dieu, il ne s'agissait pas d'aller voir dans ce corps humain, cette nature humaine, finalement, le travail de Dieu. Il y avait un tabou, un interdit religieux derrière, avec des peines extrêmement violentes pour ceux qui braveraient ces interdits. Pour cela que Léonard de Vinci, quand il en parle dans ses carnets, donc un texte intime qu'il ne publie pas, et qu'il précise que les dissections de cadavres, il le faisait de nuit. Alors, autre chose qui est mise au point par les artistes de la Renaissance et qui est liée à leur intérêt pour les mathématiques et notamment la géométrie, c'est la perspective. La perspective, elle va permettre dans un tableau de mettre des choses au premier plan, en arrière-plan, d'étendre les peintures, d'étendre les tableaux et donc de pouvoir y représenter beaucoup plus de choses. Et ça permet aussi d'avoir des œuvres beaucoup plus réalistes. Là, vous avez une miniature de l'époque médiévale où il n'y a, pour ainsi dire, pas de perspective. Et donc on a du mal à savoir ce qui est au premier, en arrière-plan. Vous avez des personnages petits mais qui pourtant sont au premier plan, des personnages plus grands qui sont en arrière-plan, ce qui ne fait pas sens. Mais là, la priorité de l'art médiéval, ce n'est pas d'imiter le réel. Ce n'est pas ça la priorité de l'art médiéval. C'est en revanche la priorité de la Renaissance. Alors là, on s'approche de la Renaissance, on a la fin de la période médiévale, mais on remarque qu'il n'y a toujours pas de perspective. Regardez les lignes de fuite. Normalement, elles doivent aller vers un seul point. Là, bon, on voit qu'on a Jésus quand même à peu près à la croisée de ces lignes de fuite. Mais on ne peut pas dire que là, la perspective soit particulièrement bien maîtrisée. Alors que, si on prend l'école d'Athènes de Raphaël qui est un des très très grands peintres de la Renaissance, eh bien on voit que son point de fuite est particulièrement maîtrisé et qu'il arrive exactement sur sa ligne d'horizon. Et qu'il veut amener le regard sur ces deux personnages qui sont les deux plus grands philosophes de l'Antiquité grecque, c'est-à-dire Platon et Aristote. Alors pour les artistes de la Renaissance, si vous retenez 4 noms, c'est très bien.
Les 4 noms pour les fans des Tortues Ninja, ben, c'est les Tortues Ninja. Leonardo pour Léonard de Vinci, Raffaello pour Raphaël, Michelangelo pour Michel-Ange et Donatello pour Donatello. Voilà. 4 grands artistes. Et d'ailleurs, c'est important de noter qu'à la période de la Renaissance, les artistes acquièrent quand même un statut social très élevé. Souvent, à la période médiévale, nous ne savons pas qui sont les artistes des œuvres que l'on a retrouvées parce qu'ils ne les signent pas. Il n'y a pas de réelle différence entre l'artisan et l'artiste. À la Renaissance, les artistes se font respecter, ils se font très bien payer, et quand ils estiment qu'un prince peut les payer mieux que leur prince actuel, ils n'hésitent pas à changer de ville et à se mettre au service de quelqu'un d'autre. Donc là, on a aussi des artistes qui prennent confiance en eux-mêmes, qui sont reconnus par la société, à tel point que sur ce tableau, Raphaël va présenter sous le trait des philosophes grecs ses amis et grands artistes de la Renaissance. Là, vous reconnaissez le personnage 14, qui est Platon, et qui, en fait, est représenté sous les traits de Léonard de Vinci. Le 13, Héraclite, sous les traits de Michel-Ange. Et alors, Raphaël, probablement par souci d'humilité, se représente quand même, mais se représente de côté, et sous les traits d'un philosophe beaucoup moins fameux que Platon et Héraclite, qui est Apelle, mais néanmoins, il se fait aussi représenter. Là, le 16, pourquoi vous avez quelqu'un d'à moitié nu au milieu qui semble pas du tout dans cette cohue? C'est un philosophe que j'adore, qui s'appelle Diogène. Alors je vais faire une digression, ça n'a pas rapport avec la Renaissance, mais j'adore tellement Diogène qu'il faut que je vous en parle. Diogène, c'est, si je parlais la langue du XXIe siècle, c'est un troll. C'est quelqu'un qui trollait la population athénienne. Pourquoi? Parce qu'il refusait à peu près tout. Et il a fondé une école philosophique qui s'appelle l'école des cyniques, qui porte le nom de cynique, c'est-à-dire les chiens, ceux qui vivent comme des chiens. Alors pourquoi ça va jusque-là? Diogène vivait dans un tonneau. Il vivait dans un tonneau, il était quasiment nu, il avait des attitudes assez équivoques sur l'acropole, puisque voilà, il se comportait de façon très choquante, tellement choquante que je n'ose même pas vous le raconter sur cette vidéo. Et là où Socrate remettait en question ses interlocuteurs en leur posant des questions, en leur montrant que finalement ils avaient de fausses certitudes, Diogène a à peu près cette même dynamique, mais de façon beaucoup plus violente. C'est-à-dire qu'il se promenait en plein jour avec une lanterne et allait voir les gens en leur disant « Je cherche un homme !» Sous-entendu, donc, vous n'êtes pas des hommes, hommes au sens humain. Autre chose, Alexandre le Grand lui aurait demandé de le suivre dans ses campagnes militaires, et Diogène lui répond « Ôte-toi de mon soleil ». Vous entendez, toi qui te prends pour le plus grand des rois, là tu me casses juste les pieds, moi ce que je veux c'est profiter de mon soleil et tu m'embêtes. Donc voilà, quelqu'un d'assez virulent, n'hésitez pas à faire 2-3 recherches sur Diogène, c'est vraiment un personnage haut en couleur, comme l'Antiquité grecque nous en a produit quelques-uns, et qui a eu certaines phrases qui peuvent toujours faire réfléchir aujourd'hui. Donc quoi qu'il en soit, on retrouve là les grands personnages de l'Antiquité grecque, et Raphaël en profite pour se représenter lui et représenter ses amis artistes. Donc ça montre un certain rang social, et ça montre aussi que ces artistes, ils sont au service de grands princes, parce que cette fresque gigantesque, elle fait 2 mètres sur 4 je crois, elle a été réalisée pour les appartements privés du pape. C'est-à-dire que le pape se comporte comme un prince, s'entoure d'artistes, et d'ailleurs que ce soit Raphaël, Michel-Ange ou Léonard de Vinci, tous les 3 ont travaillé au service du pape Jules II, qui a fait faire cette fresque. Et du coup, on voit qu'ils ont un rang social élevé et qu'ils fréquentent les puissants. D'ailleurs, une réalisation faite à la demande de Jules II, c'est cette fameuse chapelle Sixtine, qui est l'endroit où les cardinaux se réunissent, là où ils élisent parmi eux qui sera le futur pape lors des conclaves, à la mort d'un pape. Et vous voyez que c'est toute cette chapelle Sixtine qui est peinte. Alors,
sur la voûte, une place centrale est quand même accordée à l'homme. N'oublions pas que ces artistes de la Renaissance sont des humanistes, et donc ils placent l'homme au centre de tout. Et là, on voit effectivement la création de l'homme, la création d'Adam par Dieu, qui occupe une place centrale. Alors c'est assez intéressant parce que cette fresque, elle a choqué. Si j'y reviens, vous avez quand même Adam qui est représenté nu, vous avez beaucoup de corps nus, que ce soit des corps masculins ou des corps féminins, et ça ne correspondait pas forcément à une interprétation très rigide, austère du catholicisme. Alors regardez ce que nous écrit Giorgio Vasari dans son histoire des peintres illustres. Quand un jour le pape vint la voir, c'est-à-dire la fresque du jugement dernier, avec Messer Biagio da Cesena, maître des cérémonies et homme de plein de scrupules, c'est-à-dire homme très pieux, très vigilant, comme on demandait à ce dernier ce qu'il lui en semblait, il dit que c'était une grande inconvenance d'avoir peint dans un lieu si vénérable tant de figures nues qui montraient leur nudité d'une manière si déshonnête qu'au surplus c'était une œuvre plus digne d'une salle de bain ou d'une auberge que d'une chapelle papale. Ce propos déplut à Michel-Ange et, voulant se venger, il le représenta sous la figure de Minos dans les enfers, avec une grande queue enroulée autour des jambes et entouré d'une foule de démons. Messer Biagio eut beau supplier le pape et Michel-Ange de la faire enlever de là, on le voit toujours, en souvenir de son propos malencontreux. C'est-à-dire, vous avez un homme d'église, un familier du pape, un homme extrêmement puissant, qui considère que ce n'est pas trop approprié dans une chapelle de mettre tous ses corps nus, sachant qu'il y a quand même un grand tabou dans le christianisme vis-à-vis de la nudité. Et comment réagit Michel-Ange? Il le fout aux enfers. Enfin, lui, officiellement, non. Officiellement, c'est un personnage de l'Antiquité grecque, Minos. Mais Minos, comment il le représente? Eh bien, avec les traits de ce personnage-là. Et ce qui est incroyable, c'est que le dernier mot, c'est Michel-Ange qui l'a eu. C'est-à-dire que ce pauvre Messer de Biagio est représenté encore à l'heure actuelle aux enfers, et que Michel-Ange l'a laissé là malgré ses supplications, et que le pape n'est pas intervenu. C'est dire du coup le pouvoir qu'ont ces artistes de la Renaissance et les libertés qu'ils peuvent prendre. Regardez, vous l'avez ici, ce pauvre Messer de Biagio, mais je vous propose, si cela vous intéresse, qu'ensemble nous fassions une visite virtuelle de la chapelle Sixtine. Alors virtuelle parce que en ce moment, je pense que faire du tourisme à Rome, c'est un petit peu difficile. Mais heureusement, Internet est là pour nous. Donc nous voici dans la chapelle Sixtine. Alors pour ceux qui voudraient s'y promener en famille, je vous mets le lien du site en dessous de la vidéo. Vous allez voir, c'est tout simplement fantastique. Donc on a juste à cliquer sur cette petite flèche et nous avançons le long de cette chapelle, sachant que cette partie-là, normalement, est réservée aux cardinaux, c'est-à-dire les hommes les plus puissants de l'Église. Alors on avance, et déjà on peut jeter un coup d'œil à la voûte, où on reconnaît beaucoup d'épisodes de l'Ancien Testament, l'arche de Noé, la fuite du paradis par Adam et Ève, qui ont mangé du fruit défendu, ou la création d'Adam par Dieu. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le jugement dernier, ici, tout au fond, réalisé par Michel-Ange. Alors le jugement dernier, que ce soit à la chapelle Sixtine ou ce que l'on peut voir aussi à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, qui est assez magnifique, c'est que vous avez toujours finalement le paradis qui est représenté vers le ciel, vers le haut. Et ça c'est intéressant parce qu'on a cette idée-là dans d'autres religions. Si vous allez voir les temples d'Angkor au Cambodge, vous voyez que là aussi vous avez une représentation du paradis vers les bas-reliefs du haut, alors que les enfers sont situés vers le bas. Donc c'est assez intéressant de voir que dans à peu près toutes les religions, on associe le ciel au paradis
et le sol, la terre, à la souffrance et aux enfers. Et donc on a trois parties. Le haut avec le paradis, une partie intermédiaire qui correspond au purgatoire, c'est-à-dire l'attente des gens qui vont accéder jusqu'au paradis. Ça, le purgatoire, c'est une invention du Moyen-Âge qui a été faite pour rassurer finalement les populations en leur disant si vous avez commis quelques péchés, mais des petits péchés, eh bien vous n'irez pas au paradis tout de suite, il va vous falloir attendre un certain temps, mais à l'issue de ce temps d'attente, vous pourrez gagner le paradis. Donc vous n'allez pas en enfer dès que vous avez commis la moindre faute. Et en plus, là où les papes sont malins, c'est qu'ils vont se mettre à vendre des indulgences en disant voilà, si vous donnez de l'argent pour l'Église, pour les œuvres de l'Église, vous réduisez votre temps de purgatoire en quelque sorte. Et c'est cet argent-là, cette vente des indulgences, qui permet le financement de ces travaux qui coûtent une fortune, mais qui va créer aussi une contestation au sein de la religion chrétienne avec la réforme protestante qui va tout simplement dire que la vente des indulgences, ce n'est pas du tout catholique. Bon, mais de toute façon, ça, on y reviendra à la vidéo suivante où on s'intéressera justement aux réformes religieuses. Donc, le paradis en haut, le purgatoire et l'enfer tout en bas, avec ce pauvre bonhomme, ce pauvre Messer Biagio da Cesena, qui se retrouve enchaîné en enfer, à souffrir pour l'éternité, et ça fait 5 siècles que nous le voyons ici, le pauvre. En plus, on ne peut pas le louper parce que les enfers sont vraiment la partie la plus basse de cette fresque, et donc la plus proche des spectateurs. Donc je trouve que c'est quand même un gros pied de nez de la part de Michel-Ange de l'avoir mis ici, le pauvre. Et d'ailleurs, vous allez voir que Michel-Ange ne se prend pas pour n'importe qui. Regardez, c'est un document incroyable. Pour le remettre dans son contexte, finalement, Michel-Ange travaille au service de Jules II au Vatican, et Jules II lui refuse un projet. Et ni une ni deux, Michel-Ange, pris d'une violente colère, décide de quitter Rome et d'aller se mettre au service d'un autre prince, notamment là, les Médicis de Florence. Et bien regardez la lettre que le pape envoie aux Médicis. Le sculpteur Michel-Ange, qui nous a quittés sans raison et sur un coup de tête, craint, d'après ce que nous pouvons comprendre, de revenir. Nous n'avons rien à lui reprocher, car nous connaissons l'humeur des hommes de ce genre. Effectivement, il connaît l'humeur de Michel-Ange pour savoir qu'il a peint un des grands hommes d'église en enfer pour se venger. Donc c'est intéressant, nous connaissons l'humeur des hommes de ce genre, ça montre que le pape admet, tolère que les artistes puissent prendre certaines libertés. Pourtant, pour qu'il abandonne tout soupçon, nous faisons appel aux bons sentiments que vous nous portez pour que vous vouliez bien lui promettre, de notre part, que s'il revient, il ne sera ni mortifié, ni injurié par nous, et que nous manifesterons de nouveau la même faveur apostolique dont il jouissait avant son départ. C'est-à-dire, enfin, si on le remet dans son contexte, c'est-à-dire que c'est le pape qui insiste auprès d'un autre prince pour que un artiste veuille bien revenir chez lui, en lui assurant que cet artiste n'a rien à craindre et qu'il sera réintégré dans les meilleures conditions. C'est comme finalement là, si on avait une supériorité de Michel-Ange, l'artiste, sur son mécène, le pape Jules II. Donc je trouve cette lettre très éclairante pour montrer justement le statut social acquis par les artistes à cette époque. C'est-à-dire que les artistes considèrent que des princes, des papes, il y en aura des centaines. Des artistes comme eux, il n'y en a qu'un. Et quelque part, l'histoire leur a donné raison, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Michel-Ange, Léonard de Vinci ou Raphaël que du pape Jules II. Alors justement, ces artistes, eh bien, ils voyagent beaucoup. Quand un souverain ne leur plaît plus trop, ou que quelqu'un d'autre propose de les payer plus cher, de leur offrir de meilleures conditions de travail, ils n'hésitent pas à se déplacer. Nous avions vu précédemment qu'Érasme
était considéré comme le prince des humanistes parce que c'était un intellectuel qui voyageait beaucoup, qui avait une grande influence. Et finalement, là, en vert et en bleu, vous avez les principaux voyages d'Erasme, et vous voyez que il a voyagé d'Oxford jusqu'à Rome dans la majeure partie de l'Europe. Mais si on voit les voyages de Léonard de Vinci, on voit que lui aussi s'est assez déplacé entre le nord de l'Italie et la France. Tout d'abord, il a travaillé à Florence, puis ensuite à Milan, puis il est retourné à Florence, puis il est retourné à Milan, enfin il est allé à Rome, et il a terminé sa vie à Amboise, c'est-à-dire à la cour du roi de France François Ier. Et vous remarquez que de toute sa vie, finalement, Léonard de Vinci n'a passé que 2 ans en France, mais comme par chance c'était les 2 dernières années de sa vie, eh bien il a pris avec lui un grand nombre de croquis, de peintures, etc., que du coup la France possède toujours. Et d'ailleurs, les Italiens nous demandent régulièrement à ce qu'on leur rende la Joconde, soi-disant parce que Léonard de Vinci est un peintre italien. Ah oui, mais pas de bol, c'est un peintre italien qui a été accueilli avec tous les honneurs en France et qui nous a ramené ses œuvres, comme la très célèbre Joconde. Donc je vous parle des mécènes, c'est-à-dire les mécènes sont ces princes qui financent des artistes pour accroître leur prestige et leur influence politique. Mais mécène, à la base, c'était un nom propre. C'était le nom d'un personnage de l'Antiquité romaine qui vivait finalement à l'époque de l'empereur Auguste et qui, le premier, s'est entouré d'artistes pour finalement assurer sa renommée, assurer son prestige. Et donc du coup, il a donné son nom à cette pratique, le mécénat, qui consiste pour une personne à s'entourer d'artistes pour qu'ils en disent du bien. Et maintenant, aujourd'hui, on parle même du mécénat d'entreprise. Des entreprises qui vont financer une œuvre, qui vont financer des artistes, là aussi, pour faire en quelque sorte leur publicité. Des exemples, là vous avez Jules II, par exemple, qui se fait peindre par Raphaël. Donc ça montre finalement ces mécènes qui ont des artistes qui travaillent à leur service. Et puis ça montre aussi l'importance, comme je vous l'ai dit, de l'humain, puisque on a très peu de portraits à l'époque médiévale, à part des portraits de saints et de personnages de la religion chrétienne. Mais des portraits d'individus, nous en avons très peu, alors qu'à la Renaissance, il y en a beaucoup. Et je vais terminer sur ce portrait-là, de Léonard de Vinci, qui s'appelle la Dame à l'hermine. Ce qui est incroyable dans ce tableau, c'est que là, ce n'est même pas un prince qui se fait représenter, mais la maîtresse d'un prince. C'est-à-dire que Léonard de Vinci travaillait pour Ludovic Sforza, qui était le duc de Milan. Et il demande à Léonard de Vinci de lui faire une peinture de sa maîtresse. Même pas sa femme, c'est sa maîtresse, Cecilia Gallerani. Alors à l'époque de la peinture, elle a entre 15 et 16 ans. Vous allez me dire à juste titre que c'est un petit peu jeune pour être la maîtresse d'un homme, surtout que Ludovic Sforza lui avait 36 ans. Donc on a un écart d'âge qui est considérable, qui serait scandaleux à notre époque, mais qui était assez fréquent à la Renaissance. Il était fréquent que les princes, les rois aient des conquêtes féminines très très jeunes. Et alors ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que donc on fait peindre Cecilia Gallerani, et la seule caractéristique, c'est qu'elle porte un animal qui est une hermine. Et alors, l'hermine, ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut être un jeu de mots sur le nom de famille Gallerani, qui en grec se rapproche de la racine du mot hermine. Voilà. Ça peut aussi être un symbole de pureté, parce que l'hermine est un animal assez pur. On a une lettre de Léonard de Vinci dans laquelle il dit que l'hermine est un animal qui prend tellement soin de son apparence qu'elle préfère se faire capturer par les chasseurs que de se réfugier dans un trou plein de boue. Mais aussi, et c'est là où c'est intéressant, ça peut discrètement être une référence à une propagande politique, militaire, et ça semble étrange parce qu'on voit une femme qui porte un animal, mais parce que l'ordre de l'hermine, c'est un ordre militaire qui a été fondé par le roi de Naples et auquel appartenait Ludovic Sforza.
Donc c'est peut-être aussi un clin d'œil au pouvoir militaire de Ludovic Sforza. Alors pourquoi l'ordre de l'Hermine? Eh bien un peu pour sa notion de pureté, parce que finalement la doctrine, la devise de cet ordre, c'était plutôt la mort que le déshonneur. Donc là aussi lié à cette Hermine qui préfère se faire prendre plutôt que de se salir. Donc, comme on l'a vu, hein, finalement, ces artistes de la Renaissance sont à mettre en lien avec les préoccupations des humanistes, qui sont retour à l'Antiquité, mise au centre de l'individu, de l'homme, et intérêt pour le savoir, quel qu'il soit, ce qu'on appelle cette pluridisciplinarité. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il nous reste encore une dernière partie qui sera assez complexe, assez longue, et qui portera sur les réformes religieuses. Alors pourquoi on met les réformes au pluriel? Eh bien vous verrez que c'est le protestantisme, mais que le protestantisme s'est très rapidement divisé en beaucoup de branches religieuses différentes, et qu'il y a aussi eu une réaction des catholiques, la contre-réforme. Donc nous allons étudier tout ça. Allez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, et à bientôt.